Fin des travaux de la 10e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Après 2 semaines de travaux, les conseillers de la République ont adopté le rapport annuel 2026, élaboré les besoins et attentes des populations. Plusieurs questions intéressant la vie de la nation ont aussi été abordées. Opération spéciale d'immatriculation des motos et tricycles sur l'ensemble du territoire. Les frais d'immatriculation sont fixés à 12 000 francs CFA par engin, en plus des pièces à fournir. Une délégation du ministère en charge des transports a sillonné quelques centres. Le but de l'opération est de disposer d'un système d'identification fiable. Les propriétaires des engins saluent cette décision des autorités. Le grand format de la rédaction nous conduit ce soir à Ségou, Lobanais, Oronkono, Gomblin, des objets et perles traditionnelles que vous retrouverez au marché hebdomadaire de lundi. Ces colliers, au-delà de l'embellissement, sont des symboles et sont utilisés dans la médecine traditionnelle. La chronique santé du jour s'intéresse au tartre dentaire, une accumulation de plaques bactériennes sur les dents et les gencives. Parmi les signes, la mauvaise haleine persistante, les gencives rouges gonflées ou qui saignent. Comment traiter la maladie? La réponse en fin d'édition. Vous servir est un réel plaisir. Bonsoir et merci de renouveler votre confiance à ORTM1. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a accordé une audience au ministre mauritanien en charge de la défense. Anana Ould Sidi était porteur de message du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'émissaire du président mauritanien a profité de cette audience pour rappeler la profondeur des relations d'amitié et de solidarité entre les deux peuples. Anana Ould Sidi, à sa sortie d'audience, s'exprime au micro de Tamsir Diabati. J'ai l'insigne honneur d'être reçu aujourd'hui en audience par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, à qui j'ai transmis un message écrit de son frère, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. J'ai par la même occasion transmis à son Excellence les salutations fraternelles de son frère, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, tout en rappelant la profondeur des relations d'amitié, de fraternité et de solidarité qui fondent la communauté de destin de nos deux peuples frères. À l'issue de cette audience, son Excellence le président Assimi Goïta m'a chargé de transmettre ses salutations fraternelles et ses vœux de succès à son frère, son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux autorités maliennes pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité généreuse qui m'ont été réservées. Fin ce matin à Bamako, les travaux de la 10e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Cette cérémonie marque la fin d'un mandat qui aura été riche en activités. Pendant 2 semaines, les conseillers de la République ont adopté le rapport annuel 2026, véritable radiographie des attentes des populations maliennes de l'intérieur comme de la diaspora. Retour sur cet événement avec le reportage de Alucini Touri. Pendant 2 semaines d'intenses travaux en plénière et en commission, les conseillers de la République ont passé au crible les préoccupations des populations recueillies dans les 19 régions administratives et dans le district de Bamako, ainsi qu'auprès de la diaspora, notamment au Ghana, au Nigeria et en Chine. Un mandat qui s'achève sur une note de satisfaction pour le président de l'institution, qui formule de grandes attentes pour l'avenir du CESEC. Durant des semaines de travaux, nous avons examiné avec rigueur les préoccupations de nos populations collectées lors des missions dans les 19 régions administratives, les districts de Bamako et auprès de nos compatriotes établis à l'extérieur. Je tiens à apprécier la qualité des travaux en plénière et en commission qui ont abouti à un rapport riche en résolutions et recommandations pertinentes. Je ne doute pas que la mise en œuvre de ces recommandations et résolutions par les pouvoirs publics contribuera à améliorer le quotidien de nos concitoyens. Dans le cadre de la loi organique du CESEC en cours d'adoption, nous restons confiants dans la mise en place d'une évaluation conjointe avec le gouvernement pour assurer le suivi des recommandations.
Le rapport final compile une série de recommandations concrètes touchant tous les secteurs de la vie nationale. Des propositions d'amélioration portées en séance de clôture par le secrétaire général de l'institution. Au titre du secteur secondaire, assurer la desserte normale en eau et en électricité sur l'ensemble du territoire. Promouvoir, encourager et soutenir la création des PME et PMI dans le domaine de la transformation et de la conservation des produits et sous-produits locaux. Au titre du secteur tertiaire, créer suffisamment de structures socio-sanitaires en respectant la carte sanitaire. Mettre en place un nouveau système éducatif conforme aux besoins et faire respecter la durée normale de l'année scolaire, 9 mois sur 12. Au titre des infrastructures, renforcer le budget du fonds d'entretien routier, promouvoir et vulgariser davantage les matériaux locaux de construction. Au titre des Maliens établis à l'extérieur, ouvrir des consulats généraux dans les zones à forte concentration des Maliens et organiser des campagnes spéciales d'enrôlement au RAVEC des Maliens établis à l'extérieur. Plusieurs motions de gratitude et de soutien ont été adressées aux plus hautes autorités ainsi qu'à certaines représentations diplomatiques de notre pays à différents départements ministériels ayant apporté un appui aux travaux du CESEC. Au nom de l'ensemble des conseillers et membres associés, le vice-président du CESEC a tenu à réaffirmer la légitimité de ce rapport annuel 2026 conçu comme un outil d'aide à la décision pour les plus hautes autorités de la transition. Adoptons le rapport annuel 2026 des besoins, des attentes et des programmes de la société en tant que document de référence pour l'élaboration des politiques économiques, sociales, environnementales et culturelles à l'adresse des plus hautes autorités. Exprimons notre reconnaissance au président du Conseil, aux conseillers de la République, aux membres associés et au personnel administratif du CESEC pour leur engagement, leur dévouement et leur contribution à la réussite de la 6e mandature et au rayonnement de l'institution. Adressons nos remerciements aux départements ministériels sectoriels, aux institutions de la République, aux ambassades et consulats du Mali, au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et à l'ensemble des partenaires pour leur accompagnement et collaboration durant la 6e mandature. Alors que la 6e mandature tire sa révérence, les regards sont désormais tournés vers les autorités pour la mise en œuvre de ces réformes et le renouvellement prochain du mandat des conseillers. Le comité de suivi et de veille pour la mise en œuvre des réformes du secteur de la justice est désormais opérationnel. Ses membres ont été installés aujourd'hui par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux Mamoudou Kassogué. La mise en œuvre de ce comité fait partie des recommandations du Forum national sur la justice. Il a pour mission, entre autres, de proposer des mesures nécessaires pour la valorisation et la modernisation du secteur de la justice, de mettre en œuvre toute activité en lien avec les réformes du dit secteur et de définir les orientations stratégiques. Les précisions de Mamadou Fani. La justice malienne poursuit sa mutation avec l'installation officielle des membres du comité de suivi et de veille pour la mise en œuvre des réformes du secteur de la justice, dénommé comité. Fruit des grandes réformes du secteur de la justice depuis le début de la transition, ce comité a pour mission de définir les orientations stratégiques des réformes engagées dans les domaines juridiques et judiciaires, de faire une évaluation de la mise en œuvre des réformes entreprises, de veiller à la mobilisation des moyens nécessaires, d'élaborer un tableau de bord des réformes à entreprendre assorti d'un chronogramme précis, entre autres. Les 25 membres de ce comité ont été installés par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. La justice est le socle de tout développement et le baromètre de l'évolution et de la stabilité de toute société. Face à ces exigences légitimes, nous devons améliorer les méthodes, les procédures et les outils dans une dynamique de modernisation du service public de la justice. Pour ce faire, il faut non seulement renforcer les capacités des acteurs du secteur, mais aussi privilégier l'utilisation des technologies modernes de simplification et de digitalisation pour une accessibilité numérique pour les citoyens. Cela nous conduit à mettre un accent particulier sur la recherche, l'innovation et la prospection
pour obtenir les réponses les plus pertinentes et les solutions les mieux adaptées à l'environnement dans lequel nous évoluons. L'installation officielle de ce comité a été suivie d'une présentation du rapport sur les 4 ordres professionnels de la justice qui ont connu des réformes, les défis et les perspectives de chaque ordre. Votre présence ici témoigne de la dimension inclusive que nous voulons donner à ce processus. La justice n'est pas l'affaire des seuls magistrats ou des seuls ministères. Elle est une œuvre collective qui implique tous les acteurs de la chaîne judiciaire. Votre expertise et vos regards critiques sont essentiels pour que les réformes que nous portons soient en adéquation avec les réalités du terrain et les attentes des justiciables. C'est avec nos capacités, nos intelligences réunies et notre engagement commun que nous saurons être à la hauteur des enjeux et prendre des mesures et des décisions nécessaires pour coordonner, impulser, favoriser, réorienter et rectifier les actions réalisées ou en cours de réalisation sur l'ensemble du secteur. Désormais, les membres de ce comité auront une lourde responsabilité de veiller à la mise en œuvre des réformes du secteur de la justice pour garantir une justice équitable pour chaque citoyen, gage du renouveau de la justice malienne. Examen de fin d'année. Le ministre de l'Éducation nationale a ouvert ce matin à l'ESIGA les premières enveloppes des épreuves des brevets des techniciens BT1 et BT2. Ils sont cette année 31 690 candidats repartis dans 135 centres. Dr Amadou Sissavané a invité les élèves à l'effort personnel, à la vigilance et au respect de la police de surveillance. Le reportage de Fademba Keïta. C'est dans les filières tertiaires et industries que les 22 449 candidats inscrits au BT1 et 9 241 en fin de cycle ou à la recherche du BT2 composent. Avant le lancement des épreuves, le ministre de l'Éducation nationale et sa délégation se sont rendus dans quelques-unes des salles d'examen du centre de l'ESIK pour remonter le moral de tous les candidats et prodiguer des conseils aux surveillants des 135 centres du pays. C'est après qu'il a ouvert l'enveloppe contenant l'épreuve des mathématiques statistiques. Ils sont au nombre de 31 690, pratiquement 31 700 candidats, aussi bien pour le BT1 que pour le BT2. Chaque candidat doit être exemplaire dans sa tenue en salle d'examen. Ça veut dire quoi? Qu'il ne mettra sur sa copie que ce qu'il aura collecté dans sa réflexion à propos des sujets. Aux surveillants, ils sont là pour surveiller à la régularité des épreuves sur tous les plans, qu'il n'y ait pas d'immixtion d'éléments étrangers aux salles d'examen. Au centre de l'ESIK, tout comme dans les autres de l'Académie d'enseignement Rive-Gauche, pas d'incident majeur qui puisse entacher la crédibilité des examens. J'ai 312 candidats, 13 salles, 26 surveillants. Déjà à la porte, tout est scellé, tout est bloqué. Nous voulons avoir des cadres valables. Tout se passe bien par la grâce de Dieu et les élèves étaient bien installés, les surveillants en nombre suffisant ont tous répondu présents à l'appel. Au niveau de l'Académie d'enseignement de Bamako Rive-Gauche, nous avons 17 centres de BT1 et BT2 et au total nous avons 5 949 candidats. Précision de taille, tous les élèves des écoles de formation professionnelle ne sont pas soumis aux épreuves du BT1 et 2. Au niveau de l'enseignement technique et professionnel, actuellement nous avons 2 parcours. Les parcours classiques qui fait l'objet d'examens en fin d'année et le parcours que nous appelons approche par les compétences. Cela ne nécessite pas un examen de fin d'année. Les programmes de ces apprenants sont divisés en un certain nombre de compétences qui peuvent être acquises au niveau de 4 ans. Et lorsque l'apprenant arrive à valider l'ensemble de ses compétences, on lui donne son diplôme de BTD. La formation professionnelle permet aux spécialistes formés d'ouvrir leur propre entreprise, être source d'emploi et résorber le chômage dans le pays. Et bonne chance à tous. Le monde célèbre demain mardi 16 juin la journée de l'enfant africain en hommage aux victimes de Soweto.
Le thème de 2026 est l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène demeure un enjeu majeur pour le bien-être et l'épanouissement des enfants au Mali. À l'occasion de la célébration de la 35e édition de cette journée, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a livré un message dans lequel elle revient sur les acquis et les défis à relever. La synthèse de son allocution avec Aminata Maïga. Garantir l'accès universel à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant au Mali, c'est le thème national de la 35e édition de la Journée de l'enfant africain. Cette commémoration est l'occasion de faire le point sur les avancées majeures dans le domaine et les perspectives à mettre en œuvre pour un développement durable des enfants. Au plan national, le thème retenu s'aligne parfaitement sur les priorités de la vision 2063 Malikura Nieta Sera Kabesamba Flanibi Orani Sabama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 relative à l'amélioration de l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène dans le cadre du développement du capital humain. Grâce aux multiples actions et aux efforts consentis par les autorités, les populations ont aujourd'hui un meilleur accès à l'eau potable. Mention spéciale aux œuvres sociales du président de la transition qui se traduisent notamment par la construction de châteaux d'eau sur toute l'étendue du territoire national, contribuant ainsi à l'amélioration de l'assainissement et de l'hygiène, particulièrement au profit des enfants. Selon les données de l'enquête modulaire et permanente auprès des ménages, de janvier à mars 2024, 86,7% des ménages maliens consomment l'eau potable en période normale. S'agissant de l'hygiène, 84,4% des ménages maliens utilisent des installations sanitaires traditionnelles. Pour le lavage des mains, 95% des ménages maliens utilisent le savon et 15,3% se servent de la pâte ou d'autres produits nettoyants tels que les liquides ou détergents en poudre. Face à ces constats, les autorités du Mali et les partenaires ont renforcé les mesures politiques, institutionnelles et stratégiques, notamment la politique nationale de l'eau, la politique nationale de l'assainissement, le pacte de durabilité pour garantir l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement 2026-2035. C'est avec des acquis déjà enregistrés et la volonté de relever les nouveaux défis que la Journée de l'enfant africain sera célébrée ce 16 juin 2026 à la Cité des enfants à partir de 14h. Et au-delà de la protection de l'enfance, l'autonomisation économique des femmes demeure aussi un enjeu majeur de développement au Mali. Pour y contribuer, le projet Mousso Yiriwawale, qui signifie Action en faveur de l'autonomisation des femmes, a organisé une conférence nationale de mentorat. Le thème retenu était Leadership, réseautage, entrepreneuriat, ensemble pour une autonomisation économique durable des femmes. Au total, 100 femmes entrepreneurs venues de Bamako, Koulikoro et Mopti. Cette rencontre vise à renforcer leurs capacités et favoriser leur insertion économique. Le projet est cofinancé par SOS Village d'Enfants Mali et l'Union européenne. Soumaou Aïdara pour plus de précisions. Renforcer les capacités d'une centaine de femmes évoluant dans le domaine de la transformation agroalimentaire, de la coupe-couture et de la coiffure esthétique, c'est l'objectif de cette conférence nationale de mentorat. Au cœur des échanges, le leadership féminin, la résilience et la gestion des échecs, ainsi que l'accès au financement. Une initiative du projet Mousso Yiriwawale qui signifie Action en faveur de l'autonomisation des femmes. On a remarqué que depuis l'exécution du projet jusqu'à maintenant, malgré les formations, les renforcements des capacités, l'appui en matériel et l'appui financier offert à ces femmes-là, les femmes ont besoin réellement d'être accompagnées par des sessions de coaching, de mentorat, que des femmes leaders qui ont réussi dans ce domaine de l'entrepreneuriat puissent aussi coacher ces femmes, partager leur expérience, partager leur vécu, les défis, les contraintes auxquelles elles ont eu à faire face. Cette activité est cofinancée par SOS Village d'Enfants et l'Union européenne. Pour les bénéficiaires, elle constitue une opportunité de mieux s'insérer dans la vie économique. À SOS Mali, nous sommes convaincus que l'autonomisation économique de la femme constitue l'un des moyens les plus efficaces
pour améliorer durablement les conditions de l'enfant, de la famille et de la communauté. C'est pourquoi notre organisation place cette autonomisation au cœur de ses interventions. Nous savons tous que les femmes entrepreneurs continuent de faire face à de nombreux défis. Parmi ces défis, nous avons accès limité au financement, faible accès au marché. C'est pourquoi les mentorats représentent un outil puissant pour accompagner les femmes dans leur parcours entrepreneurial et leur permettre de transformer leurs ambitions en réussite concrète. Au terme de cette rencontre, les initiateurs souhaitent que ces femmes formées s'unissent en réseau pour mettre en pratique leurs compétences et construire durablement leur autonomie financière. Et c'est parti depuis ce matin pour l'opération spéciale d'immatriculation des motos et tricycles sur l'ensemble du territoire. Les frais d'immatriculation sont fixés à 12 000 francs CFA par engin, en plus des pièces à fournir. Une délégation du ministère en charge des transports a sillonné quelques centres. Le but de l'opération est de disposer d'un système d'identification fiable. Les propriétaires des engins saluent cette décision des autorités. Nous retrouvons Soumaou Aïdara. Dès les premières heures de la matinée, une longue file d'attente se forme au centre principal de l'ONT à Sogoniko, sur la rive droite. Les propriétaires des motos et tricycles se succèdent pour immatriculer leurs engins. Pour bon nombre de citoyens rencontrés sur place, cette mesure est une contribution à l'effort collectif de sécurisation du pays. Ça, c'est une des solutions pour la sécurité nationale. Il va de soi qu'il faut que les motos soient immatriculées. Ça identifie les engins et ça veut dire que peut-être un mois après cela, tout engin qui n'est pas immatriculé, on peut penser que c'est un engin d'un ennemi ou c'est un engin qui a été volé. C'est une initiative patriotique. Elle permettra de réduire les cas de vol d'engins et de limiter les déplacements des personnes mal intentionnées sur le territoire. J'invite tous les citoyens à adhérer à cette opération. Cap ensuite sur Dar Salam sur la rive gauche. Dans ce centre qui se situe derrière la mairie du district de Bamako, le constat est différent. Malgré l'ouverture effective du centre, l'affluence reste timide. Ici, tout comme à Sogoniko, le coût de l'opération fixé à 12 000 francs CFA par engin est raisonnable pour les usagers rencontrés. C'était mon souhait depuis longtemps que les motos soient immatriculées. Même si les frais s'élevaient à 100 000 francs CFA, je serais prêt à les payer. C'est une initiative qui contribue à notre sécurité et à notre tranquillité. Les démarches sont simples. Il suffit de fournir un certificat de résidence, les documents de l'engin, la vignette et les autres pièces administratives. C'est une très bonne initiative. Elle permettra de réduire le vol des engins ainsi que plusieurs autres problèmes. À travers cette campagne, les autorités entendent renforcer le contrôle des engins à 2 et 3 roues, de plus en plus nombreux dans les grandes villes. L'objectif est de disposer d'un système d'identification fiable. Pour obtenir une plaque d'immatriculation, les propriétaires doivent fournir les pièces administratives requises. La pièce d'identité de l'usager, c'est-à-dire la carte biométrique, le passeport ou le permis de conduire. Ensuite, il y a la facture d'achat de l'engin ou la vignette en cours de validité. Il y a aussi le certificat de résidence du propriétaire et la déclaration de mise en circulation. C'est un formulaire qui se trouve au niveau des centres spéciaux qui sera renseigné par nos agents. Après cela, il faut payer le montant total des frais à payer, c'est 12 000 francs. Après le dépôt des pièces requises, les dossiers sont transmis aux services compétents chargés de leur vérification. Une fois ces pièces fournies, ce dossier sera communiqué à la douane aussi, qui va générer sur cette base un CMC, certificat de mise en consommation. Donc, toute opération est digitalisée entre la Direction générale des transports et la Direction générale des douanes. Et après la délivrance du CMC par la Direction générale des douanes, l'immatriculation sera effective. La plaque et la carte grise seront remises au propriétaire de l'engin.
Pour ainsi faciliter l'accès aux services, plusieurs centres ont été créés aussi bien dans le district de Bamako qu'à l'intérieur du pays. Dans le district de Bamako, nous avons mis en place quelques centres. Ici, Sogoniko, c'est le centre principal. Il y a un centre à la rive gauche, à la zone industrielle. Un centre est mis en place au chemin de fer à Dar Salam. Un autre centre est à Tabakoro, Moribabougou, Kalabankoro, Kati, Kanadjikila. Avec cette opération d'envergure nationale, les autorités entendent faire de l'immatriculation des engins à 2 et 3 roues un outil efficace au service de la sécurité. Le rendez-vous est donc donné à tous les propriétaires concernés pour se conformer à cette nouvelle réglementation. Célébration de la journée du groupement spécial de sécurité présidentielle. C'était ce lundi à la place d'armes du GSSP. Unité d'élite, cette force rattachée à l'état-major particulier du chef de l'État assure non seulement la sécurité de la première institution de la République, mais aussi participe aux opérations pour la défense de l'intégrité territoriale. Cette journée est un moment privilégié pour le groupement de faire le bilan des acquis, de reconnaître le mérite et de faire des projections. Les détails avec Ari Djoumatina. Journée du groupement spécial de la sécurité présidentielle, un moment de célébration, de reconnaissance, de l'excellence, de l'engagement et du sacrifice. Créé le 19 mars 2013 par arrêté interministériel, le GSSP est une unité d'élite assurant la sécurité et les services d'honneur du chef de l'État, puis participe à la défense opérationnelle du territoire. Cette journée de célébration est ainsi une occasion pour le groupement de mesurer le chemin parcouru tout en se projetant vers les défis qui attendent les éléments. La journée du groupement spécial de sécurité présidentielle constitue un moment privilégié de consolidation des valeurs, de reconnaissance du mérite et de renforcement de la cohésion. Cette cérémonie n'est pas une simple formalité. Elle marque une étape décisive dans le parcours de celles et ceux qui ont choisi de s'engager au service de la discipline, de l'honneur et du devoir. À vous, jeunes recrues, votre présence ici est le fruit d'efforts soutenus, de sacrifices personnels et d'une détermination sans faille. Le serment que vous allez prêter va bien donner là dans un engagement verbal. Il vous lie moralement et professionnellement à votre mission, à vos camarades et à la première institution de la République. Il vous rappelle à faire preuve de courage, de discipline et d'exemplarité en toutes circonstances. Bénéficiant des parfaites conditions de travail grâce à l'engagement du chef de l'État, le GSSP reste mobilisé à maintenir la dynamique enclenchée. J'exprime notre profonde gratitude à son Excellence, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, pour son leadership, sa volonté de faire du GSSP un pôle d'excellence et l'attention particulière qu'il accorde aux conditions de vie et de travail du personnel. Qu'il en soit vivement remercié. Les mêmes remerciements s'adressent également à monsieur le chef de l'état-major particulier du président de la transition pour avoir traduit cette vision du chef de l'État en actions concrètes, faisant inscrire le GSSP dans une dynamique de performance continue. Il nous est aussi donné, en cette circonstance solennelle, de saluer avec reconnaissance les anciens chefs de la sécurité présidentielle et les anciens chefs de corps de la garde présidentielle. À l'ensemble du personnel du GSSP, les missions qui nous sont confiées sont sensibles et stratégiques. Nous n'avons pas droit à l'erreur. L'un des temps forts de la journée est la remise officielle des insignes du groupement aux nouveaux, notamment 137 gardes stagiaires qui viennent de boucler leur formation spéciale et d'aguerrissement, leur permettant désormais de renforcer le groupement spécial de sécurité présidentielle. Ensuite, une reconnaissance a été faite à plusieurs éléments qui se sont vus décernés grâce à leurs dons de soi et bravoure sur des théâtres d'opération ainsi que durant les formations des médailles du mérite national avec effigie Lion debout, la médaille du mérite militaire en passant par la médaille commémorative des campagnes ainsi que des lettres de félicitations à d'autres éléments ayant servi de manière significative le groupement. Permettez-moi de saluer son Excellence le général d'armée Assimi Goïta pour avoir soutenu et préparé cette unité.
Cette unité est une unité d'élite au sein des forces armées et de sécurité qui a la mission de protéger la première institution et une mission de sécurité de façon générale. Cette journée revêt pour nous une journée de mémoire. Ça nous permet de nous rappeler, depuis la création de cette unité, continue d'évoluer. Des séquences de démonstrations, symboles de courage, d'engagement et de maîtrise qui poussent le groupement spécial de sécurité présidentielle à progresser, à innover et à s'adapter à chaque situation complexe. Signalons qu'une journée de don de sang aux femmes a été organisée en prélude à cette journée. Les acteurs étatiques et privés du domaine de l'agriculture valident la feuille de route de la chaîne d'approvisionnement des engrais au Mali. Cet atelier entre dans le cadre du projet Soy Values qui bénéficie de l'appui d'AGRA. L'objectif est de renforcer la coordination nationale autour de l'accès aux intrants agricoles et de promouvoir une gestion durable de la fertilité des sols. Le reportage de Moussa Kamara et Abdoulaye Diarra. Ce dialogue national fait suite aux consultations régionales tenues à Accra au Ghana en décembre 2025. Elle avait réuni les principaux acteurs des pays sahéliens et côtiers. Cette rencontre a permis d'identifier les défis liés à l'approvisionnement en engrais, à la logistique et au fonctionnement des corridors commerciaux. L'enjeu de cet atelier est désormais de bâtir un consensus national capable d'orienter des actions concrètes. Il y a eu des résultats qui ont abouti au plan d'action et une recommandation de déclaration commune des participants qui a abouti à cet atelier d'aujourd'hui pour qu'on puisse avoir une feuille de route pour les solutions pour assurer l'approvisionnement en engrais. La question qui nous réunit aujourd'hui, elle est politique parce qu'elle touche à la capacité de notre pays à créer des conditions d'une agriculture et d'une transformation alimentaire dans ce pays qui soit résiliente et compétitive. Elle est aussi économique parce qu'elle concerne directement les coûts de production. Elle concerne la disponibilité des intrants. Elle concerne la fluidité des échanges et la performance de nos filières agricoles. Face aux difficultés persistantes d'approvisionnement en intrants agricoles, les différents acteurs estiment nécessaire d'harmoniser leur approche afin de garantir une meilleure disponibilité des engrais sur l'ensemble du territoire. Très bonne opportunité pour nous qui va nous permettre certainement de partager avec les décideurs politiques et les autres acteurs de la chaîne de valeur agricole du Mali toutes les préoccupations que nous avons en ce moment. Et également partager avec tout le monde les opportunités, les goulots d'étranglement qui entravent aujourd'hui l'approvisionnement. Je vous invite tous à vraiment faire de cet atelier l'atelier qui va porter l'espoir dans le monde agricole. Que nous ayons des intrants de qualité qui ne détruisent pas nos sols et surtout que nous ayons une chaîne d'approvisionnement d'intrants qui permettent de les avoir en temps et en heure. L'organisation de cet atelier bénéficie de l'accompagnement du gouvernement du Mali qui entend renforcer les mécanismes d'approvisionnement et de distribution des intrants agricoles. L'une des recommandations fortes de cet atelier est l'organisation des dialogues nationaux pour valider les plans d'action et élaborer des feuilles de route opérationnelles pour la campagne agricole 2026. Les travaux devraient aboutir à la validation de la feuille de route nationale ainsi qu'à la mise en place d'un cadre de coordination réunissant l'ensemble des parties prenantes pour une gestion plus efficace de la chaîne d'approvisionnement des engrais au Mali. Démarrage des travaux de la première session du comité de pilotage du projet Planète Gold du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La session permet aux administrateurs d'analyser les différentes articulations du projet afin de formuler des recommandations pour sa bonne gouvernance. Le coût de réalisation dédié à la formalisation du secteur de l'orpaillage au Mali s'élève à environ 3 milliards de francs CFA pour 5 ans. Youssouf Diakité, reportage. Cette première session du comité de pilotage du projet Planète Gold est une opportunité pour les administrateurs du projet d'analyser les insuffisances constatées au démarrage du projet afin de faire des recommandations pour leur prise en compte. L'objectif, disent-ils, c'est de permettre au projet d'atteindre efficacement les objectifs fixés. L'usage du mercure dans l'orpaillage est très néfaste pour l'environnement.
est néfaste pour la santé humaine. Et c'est en réponse à cela que le Mali a ratifié la convention de Minamata. Cette convention vise à réduire l'usage du mercure dans l'orpaillage traditionnel. Financé par le Fonds pour l'environnement mondial, communément appelé FEM, et mis en œuvre par l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, en partenariat avec le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à travers l'Agence de l'Environnement et du Développement durable, le projet Planet Gold Mali vise à réduire durablement l'utilisation du mercure dans l'exploitation artisanale de l'or, à formaliser le secteur afin de le rendre plus transparent et plus responsable, à promouvoir des technologies alternatives sans mercure, à améliorer l'accès au financement et renforcer les capacités institutionnelles. Cette première session, faut-il le préciser, valide l'ensemble des activités contenues dans le projet après l'intégration des observations formulées. À Bougouni, la coordination nationale des usagers des ressources naturelles du bassin du Niger au Mali mène la réflexion autour de la protection et la préservation du fleuve Niger. Plusieurs personnes ressources se sont rencontrées autour d'un atelier. L'activité s'inscrit dans le cadre des activités de la quinzaine de l'environnement, suivant le reportage de Alpha Maïga, Abdulkarim Konaté et Djibril Barayoko. Le Mali occupe 41% du bassin du fleuve Niger, ce qui témoigne de l'importance stratégique de ce cours d'eau pour son développement économique, social et environnemental. Et ici, à Bougouni, le sujet est au cœur d'un atelier. L'objectif est d'informer et de sensibiliser les populations de Bougouni sur le danger du bassin du fleuve Niger, d'une part, et sur le suivi des travaux financés par le PIDAC, d'autre part. Les principaux résultats attendus pour la composante régionale et les 9 composantes nationales sont la récupération de 140 000 hectares de terres dégradées, la construction de 209 infrastructures hydrauliques et de 144 PMS des jeunes, de 100 000 ménages, 24 organisations fétières, 9 cadres régionaux de concertation des usagers des ressources naturelles du bassin du Niger et de nouveaux cadres régionaux qui seront mis en place à Bougouni, San et Douanza. La CENI Mali a pour objet la protection et la préservation du fleuve Niger. Au terme de 3 jours de travaux, un certain nombre de recommandations ont été formulées. Il s'agit de réduire le délai de décaissement des fonds par le partenaire, assurer une large diffusion des résultats du programme, restituer les résultats de l'atelier régional de la mission d'information et de sensibilisation des populations et les suivis des travaux réalisés dans la portion nationale du bassin du Niger au Mali. Le fleuve Niger draine un bassin d'environ 1,1 million de kilomètres carrés. Ce trésor naturel est partagé par 9 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, regroupés au sein de l'autorité du bassin du Niger, ABN. Et nous arrivons au grand format de la rédaction qui nous amène à Ségou. Gros plan sur des objets et perles traditionnelles très utilisées comme parure ou dans la protection des personnes. Il s'agit des perles comme l'aubanet, konohoron ou gomblé. On en trouve en grand nombre au marché hebdomadaire de lundi de Ségou et les preneurs ne manquent pas chez les vendeurs d'objets traditionnels appelés marabarao. Ces perles ou colliers, au-delà de l'embellissement, sont des symboles et sont utilisés dans la médecine traditionnelle. Plus de détails dans ce dossier signé Ramata Konaté, Abdurrahman Sengare et Bakari Traori. Au marché hebdomadaire de lundi de Ségou, presque tout se vend ici, surtout les objets et articles traditionnels. Et ceux qui ont collé leur nom à ces produits sont appelés marabaga en bambara ou marchands d'articles culturels et artisanaux en français. Ils renouvellent leur stock de collection de perles très anciennes et s'imposent au fil des années dans la vente de ces produits. Chaque lundi, il étale ainsi à côté des peaux et cornes d'animaux des collections de perles, de parures ou objets ou autres articles généralement traditionnels dont le bané, konon horon.
wani kono misamani ubini ni sa uba tondo uba dokana ni kumabani ubo siri ubo fana do sila misamani ndebi dokana abufon ma ko chende folo musoroba kuma sogi shekena ka ke konoy hali sabo korbo be barake nay mo me ni kiseti do fio ni ni daka mugo ka bi duila ni kono korodi naturel do mo shika fende ni afon ma ko chende gise mo chamba do no bora ni ngo ble do ba fa ko kordo ko kono kordo ba du kana kordo temene ko fe mo do ba blu kuna ko portefeuille kono pour que se ka ba ko bu protéger ko do ma bon o lu bala ko chama bala bon o temene ko ni abi foni ma ko che kolo folo bamanan chokrobo ba du ko kulushi jalala kuni abi kulushi jalala ka chala fe kulushi lagoshi o tiso al ko sa na faraja do bora kuna nyina an fe no asoro mandi ko ali sasa dimi chama men do ba foma ko bofi ngono ni do ba fama ko dunguji ko ba siri deun chala folo de ne folo mo ko ba fama ko limuru gereni mo ya yela ma sisan ka moderniser kan bla non mo bi so kara ni sira te ba fama ko nyejula ngari do ba fama ko dakuna abi siri de la jiri mu vle ne ala ko ni mo jugu e de la jabiti man nega ni mu vle no ba fama ko tunomi debi tunomi ni mu. Ces parures diverses et variées sont longtemps utilisées de génération en génération. On ma ko maja femme nous vle ne maja mu zo ne flana ne la marai ne dema kono de dema ba du konna ka tukunu waru bla chela ou bien ni muso mun jigina ki ba du kana pour ka so ko ne bi dematiya konna na maja ngoni ale bi sena yuru fe bi sena fe kerengara masuka so jamana na mo korbo de be bu sigi ka tikete ka shienshe ka wo so gala ma surulila wala mara ngoni ale ti bo ave ale bo l'arabu jamana nu na maroko ni fon nu na ale bo ro la kan. Marché hebdomadaire où l'affluence s'accroît et se vit chaque lundi à Ségou au fur et à mesure que le soleil monte au zénith. Des clientes comme Nana Kamara et sa belle-fille posent leur regard admiratif sur les colliers pour la marraine du mariage. Des parures dont elles connaissent bien les symboles et ont du mal à s'en défaire lors des cérémonies. ala yɛrɛ de kɔnɔ jane a cɛ kan a ka di ne yɛrɛ ala ye kɔnɔ yɛrɛ de jane yɛrɛ n nana san ni kama mɛ wari ma dafa bi kɔnɔ hɔrɔn de don n'i ye nin don a bɛ yankan de bonya o de y'a sɔngɔ de caya a tun bɛ don kosɛbɛ a da tun ka nɔgɔn yɛrɛ nka a gɛlɛyara kɔsa in de la ko na tun ka nɔgɔn waati kɔnɔna na an tun mago yɛrɛ tun t'a la o waati kɔnɔna parce que an b'a sɔrɔ k'a san nka a gɛlɛyara de. Je suis venue voir ce qu'ils proposaient, j'ai vu que les perles elles étaient belles et du coup ça m'a attiré. Donc le fait maison, enfin tout ce qui est artisanal, c'est tout ce que je recherche. Ces colliers ou bracelets ou attaches ceinture sont souvent pleines de signification et vont au-delà du simple embellissement. Folo chukorowo ka kana kono de ni amasake ode kumini do kana kabara de ni ko ni adingileli ndo na bido akana ema e biton era kana bo akoro sigi do be chukorowo wara kumbe do wara kana min de biton ere ango gune do biton ere na ali minyangala konna na chukorowo munu be ni wana bukana alamsa bangali ne ma do ni ya kolochi akono ba wala iya ya kana leo niyo e mama kana be masake ode no te ma gwanzan tse ka do ma bo ba do koro de bala o buka masaka ya de jira o buka ko don de jira ni ameni vere wa woro andingele. Que ce soit les achats sur place ou sur commande, tous les groupes d'âge, hommes, femmes et enfants, la confrérie des Korodougwa et autres couches trouvent leur compte chez les Marabaka à travers ces objets utilisés dans la coiffure, les soins thérapeutiques ou comme parure, etc. no na no kula tama do mu boyoro la kono kudna fo samula ni kono ngoro tan yu ka bara kun bele do amna me ala jarabi mu ya zoro sa holu suma no na tabe mo kelengelo mi no bina yini ni to bu do kunna na sanekela an fa ya choro ba ire tle wati de ne do fa amse ga wata wa mu fu ka chaya wi amse go sora a kono do la situ nyene ja do damina na wati do la ko festival sur le Niger o damina wati a chien folo ni sabana ni duruna nera ninga chorba e kono ngoro do fera be se fo wabi oroma
La sauvegarde de ces objets traditionnels passe par la transmission de génération en génération de l'utilité de ces perles et leur valorisation. Et chaque génération, chaque famille a une pierre à apporter à cet édifice culturel. Et nous ouvrons la page AIS par la 4e rencontre des ministres chargés de l'industrie, du commerce et du secteur privé de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Les responsables gouvernementaux et acteurs économiques du Burkina Faso, du Mali et du Niger examinent les voies pour accélérer l'intégration industrielle et commerciale confédérale. Cette session fait suite aux travaux des experts les 13 et 14 juin dernier, dont l'objectif était d'évaluer l'état de mise en œuvre des recommandations précédentes et de proposer des solutions concrètes pour booster la production et fluidifier les échanges intra-AES. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'était en présence de Karim Bikienga. Ils sont en concertation à Ouagadougou pour la 4e fois. Et à cette rencontre comme aux précédentes, les 3 ministres chargés de l'industrie et du commerce de la Confédération des États du Sahel ont une mission: poursuivre l'opérationnalisation des conclusions de la conférence des chefs d'État en matière de développement. Cela passe par un point de la mise en œuvre des politiques. Il y a eu beaucoup d'avancées, notamment les dispositions que nous avons prises pour pouvoir fluidifier les échanges donc des produits céréaliers, malgré les interdictions parfois qui sont faites par les différents pays pour protéger les stocks dans notre espace et disponibiliser ces stocks donc au profit des populations. Nous avons de façon stratégique pris des décisions qui nous permettent de nous concerter à travers des autorisations que nous émettons par les ministres chargés de l'industrie et du commerce pour permettre donc les mouvements de ces produits à l'intérieur de notre Union. Nous avons aussi, à travers nos concertations, nos consultations, pris des décisions qui permettent de briser et de casser certains moyens de financement et de locomotion des terroristes, à travers donc l'interdiction de l'importation ou la réglementation de l'importation et de la vente de certains agents de transport de ces terroristes. Et nous travaillons toujours à renforcer la coopération entre les structures chargées de la gestion des stocks des produits alimentaires dans notre espace. Les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel sont convaincus que la solidité de nos industries, la vitalité de notre commerce et le dynamisme de notre secteur privé sont les fondements de notre prospérité et du maintien de la sécurité. La présente rencontre doit marquer une avancée concrète dans la levée des obstacles qui freinent le développement de notre espace commun et instaurer une concertation structurée, franche et permanente entre décideurs politiques et opérateurs économiques. Nos 3 nations disposent d'abondantes richesses naturelles, de talents et de savoir-faire considérables qu'il nous appartient de mobiliser au service d'un modèle économique souverain, inclusif et porteur d'avenir. Ce cadre de concertation va également servir à l'examen des actions de développement contenues dans la feuille de route de l'an 2 du président de la Confédération, le capitaine Ibrahim Traoré. Les 3 ministres à cette rencontre sont unanimes. Il est nécessaire d'entreprendre des réformes audacieuses pour une meilleure intégration des marchés au sein de la Confédération des États du Sahel. Au Niger, le ministre de l'Équipement et des Infrastructures a effectué une visite au niveau de la route RN25, route Niamey-Felengue, endommagée à certains endroits suite aux fortes précipitations enregistrées le samedi dans la matinée. Le colonel-major Salissou Maman Salissou, à travers cette visite, voulait constater de visu l'ampleur des dégâts et le démarrage des travaux de réhabilitation. Le reportage de Gérard Abdoulaziz. Les fortes précipitations enregistrées le samedi 13 juin dans la matinée ont endommagé la RN25 route Niamey-Filengue à 3 niveaux, notamment au PK45, le point le plus critique où une grande partie de la chaussée a cédé.
Aussitôt informé, le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, le colonel-major Salissou Mahamadou Salissou, a donné des instructions pour le traitement rapide des endroits impactés avant de se rendre sur les lieux ce dimanche matin pour non seulement constater l'ampleur des dégâts, mais aussi et surtout se rassurer de l'effectivité des directives transmises pour que le trafic routier non interrompu se poursuive dans les conditions les meilleures. Nous avons donné des instructions nécessaires pour s'assurer que les différents endroits où cette route-là est impactée puissent être rétablis très rapidement pour s'assurer que toute la chaussée est praticable, parce qu'actuellement il y a une bonne partie où c'est la demi-chaussée qui est utilisée, pour que rapidement la chaussée entière sur les 7 mètres puisse être roulable par les usagers dans des conditions sûres et sécurité. Nous avons eu aussi à voir à côté du village de Tchida qui se retrouve à quelques 5 km d'ici, là aussi où la route est impactée, pour que des dispositions soient prises pour protéger de part et d'autre cette chaussée, pour que même s'il y a submersion de la chaussée par les eaux, qu'elle puisse permettre en tout cas de la continuité du trafic. Le constat qui se dégage lors de cette visite est l'insuffisance et l'obstruction des ouvrages d'évacuation des eaux de pluie, souvent dus à l'action humaine, comme ici, où un bâtiment est construit au niveau du passage des eaux. Le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, le colonel-major Salissou Mahamadou Salissou, a donné des instructions au directeur général des infrastructures, au directeur général de l'AMODER et au directeur régional de l'équipement et des infrastructures de Tillabéri, Chebou Adamou, pour que l'ensemble des points critiques de cette voie stratégique reliant Niamey à l'intérieur du pays soient recensés dans le but d'agir pour prévenir ce genre de dégradation routière. Retour à l'actualité nationale, une soixantaine de jeunes filles ont suivi 45 jours de formation sur la conception et le déploiement des réseaux. C'est une initiative de Internet Society. Cette formation marque la fin des activités de la 4e édition du programme en question. Cette formation est soutenue par ONU Femmes et le Royaume de Belgique au Mali. La cérémonie de clôture a été suivie par Aminata Brima Ouedraogo et Idrissa Traoré. Fibre optique, configuration, routage. Pour ces 60 jeunes filles, ces terminologies ne sont plus un mystère. Entre les murs du complexe numérique de Bamako, elles ont consacré presque une semaine à l'apprentissage des réseaux informatiques. Ces jours marquent leur entrée officielle dans le secteur technologique, un domaine encore largement dominé par les hommes. Cette formation a été une opportunité pour moi de pratiquer dans un environnement réel avec des équipements. On a fait du routage, on a fabriqué des câbles, on a aussi configuré des routeurs, des switches. Pour rappeler le contexte de la dite formation, elle s'est toujours inscrite dans le cadre de la Journée internationale de la jeune fille en technologie de l'information et de la communication. Cette journée a été instaurée au niveau de l'Union internationale des télécommunications par notre compatriote, le docteur Amadou Touré, quand il était secrétaire général de l'Union. Au départ, elles étaient 150 à suivre les modules en ligne, avant que l'effectif ne soit réduit à 60, sélectionnés parmi les plus assidus. Portée par le chapitre malien d'Internet Society, l'initiative a été concrétisée grâce à l'appui de l'ONU Femmes et de l'ambassade de Belgique au Mali. Ce programme de formation s'inscrit dans une vision continentale de ONU Femmes et ses partenaires qui œuvrent à transformer durablement la place de jeunes filles africaines dans le secteur des technologies. C'est une question pour le Mali de prendre son avenir en main que de former les femmes, les jeunes filles à la maîtrise des technologies de la communication. Pour cela, vous pourrez toujours compter sur le soutien de la Belgique. Ce programme de formation des jeunes filles à la conception et au déploiement des réseaux vise avant tout à faire de l'inclusion numérique une réalité. Un élan déjà amorcé par le département en charge de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Dans un monde où la transformation numérique redessine les économies, le mode de travail et les relations sociales,
il est impératif que les femmes et les jeunes filles occupent pleinement leur place dans le secteur des technologies. Les métiers de réseau ne doivent plus être perçus comme des domaines réservés à une catégorie particulière de la société. Pour cette 4e édition, les lauréates ne repartent pas seulement avec un bagage technique solide. Elles reçoivent également des équipements complets pour lancer avec succès leur carrière dans le numérique. Et dans la chronique santé, nous nous intéressons à une maladie très fréquente. Il s'agit du tartre dentaire. Cette pathologie est provoquée par le manque d'hygiène, la sécheresse de la bouche ou le diabète. Cette substance dure formée dans la bouche contient beaucoup de bactéries et le brossage simple ne peut pas l'enlever. Comment les tartres s'installent dans la bouche et quelles sont les techniques appliquées pour les enlever? Élément de réponse dans ce numéro de Focus Santé avec Koumba Sissé et Yaya Koni. Ils sont visibles et durs à la fois. Ils s'accumulent sur les dents et les gencives et sont causés par une calcification de la plaque dentaire. En médecine, on les appelle les tartres. Comment cette substance dure se forme au niveau de la bouche? Dans la cavité buccale, il y a 2 liquides. Il y a la salive et il y a le fluide gingival. Le fluide gingival vient de la gencive. Donc ça se sécrète entre la gencive et la dent. Donc ce fluide gingival et la salive contiennent des sels minéraux. Donc dans la cavité buccale, si vous avez la plaque qui est là, qui est maintenant molle, donc quelques jours après, les composantes de la salive et du fluide gingival vont minéraliser cette plaque. Et cette plaque va devenir tartre. Et c'est pour ça que ça devient plus dur. Ces tartres sont dus à un manque d'hygiène, à la sécheresse de la bouche, au diabète, à la cigarette ou au tabac. La cigarette amène de la chaleur au niveau de la cavité buccale. Ça, c'est 1. De 2, la cigarette amène une vasoconstriction. Donc, ça diminue le calibre, la lumière des vaisseaux. Le fluide gingival qui doit sortir. Ayant maintenant une compression des vaisseaux, ce liquide va sortir moins. Donc, ces liquides plus la salive font un nettoyage physiologique de la cavité buccale. Donc, en plus du tabac, le tabac, la cigarette, quand les gens gardent la fumée dans la bouche, donc c'est un facteur aussi. La chaleur va encore, plus les sels minéraux, va encore consolider, minéraliser ces tartres et plaques. Donc, ça sera un peu difficile à enlever chez les fumeurs parce que les tartres sont beaucoup plus développés et généralement, c'est des gens qui ont une mauvaise hygiène. Au début, ils ne sont pas douloureux, mais à la longue, les infections s'installent car ils contiennent beaucoup de bactéries. Pour les éliminer, il faut l'intervention du dentiste. Ils font une compression sur la gencive. Les microbes qui sont là-bas vont encore beaucoup plus se développer, proliférer, se multiplier rapidement et il y aura une inflammation. Et dans l'inflammation, il y a la douleur. Donc il y a des détatraires, mais il y a des instruments manuels. On peut faire manuellement, comme on peut faire avec l'insert, la machine, le fauteuil. Voilà, pour les enlever. Quand vous brossez régulièrement et que vous avez une bonne technique, vous pouvez faire 1 année, voire même 1 année et demie, sans avoir des plaques aussi visibles. Pour les patients qui ont des sécheresses buccales, on demande de faire une consultation. Donc, on demande un détartrage par an, mais les gens qui ont des sécheresses buccales où le dépôt, la minéralisation se fait très vite, ces patients-là aussi peuvent le faire maintenant, même 2 fois dans l'année, voire même 3 fois dans l'année. Selon le professeur Diawara, si les tartres ont été enlevés par les dentistes, tant que les causes qui les favorisent sont là, il est possible qu'ils reviennent encore. Et c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à Noufama. Bonsoir.